Nouvel épisode de mes lectures sur cette belle chaîne. Je suis l'Encyclope et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes romans préférés. Gargantua de François Rabelais. C'est parti! Rabelais est un écrivain français né en 1483 ou en 1494. C'est pas du tout précis, et mort en 1553. Cet homme a été moine, prêtre et médecin. C'est un libre penseur qui laissera à la postérité l'image d'un bon vivant. Il lutte contre l'intolérance, contre les abus des puissants, utilisant l'humour, la parodie, la satire pour combattre. Il est l'un des premiers auteurs à utiliser la culture populaire dans son œuvre, que ce soit des termes, des expressions ou des situations. Un amateur de vin, de bonne bouffe, de jeux et de l'esprit paillard. Il fait également partie de ceux qui ont révolutionné la littérature et la langue française, ce qui n'est pas rien. Ses romans, principalement Pantagruel et Gargantua, sont considérés comme les premiers romans modernes, une manière inédite pour l'époque de raconter une histoire. Rabelais, c'est également un langage. Certaines expressions du lexique rabelaisien sont encore utilisées aujourd'hui. Par exemple, corne d'abondance, l'appétit vient en mangeant, ou encore apprendre par cœur. Si on doit résumer la pensée de Rabelais, il faut reprendre sa citation la plus célèbre. Le rire est le propre de l'homme, tout est dit. Rabelais a écrit 5 romans reprenant plus ou moins les mêmes personnages. Pantagruel, Gargantua, le tiers-livre, le quart-livre et le 5e livre. Pantagruel raconte l'histoire du géant Pantagruel, fils du géant Gargantua. Et c'est son 2e roman, Gargantua, dont on va parler dans cette vidéo. Gargantua a été écrit en 1534. Qu'est-ce que ce roman nous raconte? Tout d'abord, sachez que le vrai titre de cette œuvre est un peu plus long. La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par maître Alcofribas, abstracteur de quintessence, livre plein de pantagruélisme. Tout ça, vous comprenez pourquoi on l'appelle Gargantua. Le roman commence par la généalogie complète du géant Gargantua, ce qui est un moyen de se moquer de certains nobles de l'époque qui s'inventaient des ancêtres prestigieux. Le petit Gargantua va naître après 11 mois de grossesse par l'oreille gauche. Et dès sa sortie, il demande à boire. Et pas de l'eau, qu'on s'entende bien. Ce qui fait bien sûr la fierté de ses parents. Rabelais va nous raconter comment ses géniteurs font pour le nourrir ou l'habiller. Ce qui peut paraître simple devient rapidement compliqué lorsque l'on parle d'un géant. On nous explique par exemple que pour son lait, il faut traire pas moins de 17 913 vaches. C'est très précis. On nous explique l'éducation de Gargantua par des sophistes, ce qui entraîne de nombreuses moqueries sur ce courant de pensée. Pour ceux qui ne savent pas, le sophisme, c'est l'art d'avoir toujours raison. Il vaut mieux l'apparence de la vérité plutôt que la vérité elle-même, si cela permet de gagner des débats. Une méthode discutable que n'apprécie guère notre bon Rabelais. Nous passons ensuite au voyage de Gargantua à Paris. Le géant monte sur Notre-Dame pour échapper à des poursuivants, et va provoquer une inondation en leur pissant dessus. Il vole ensuite les cloches de la cathédrale pour les accrocher au cou de sa jument, Bragmardo, qui évoque clairement le mot braquemar. Gargantua va ensuite passer son temps à apprendre une grande partie des savoirs de l'humanité. Rien n'est laissé de côté. L'arithmétique, les arts, la langue, la gastronomie, l'hygiène, l'herboristerie et tant d'autres choses. Nous aurons la guerre picrocolline, où Gargantua viendra à bout de ses ennemis, et il fera la rencontre de frère Jean des Entomeurs, un moine brave, malin et bon vivant, qui deviendra l'un des principaux compagnons de route du géant. Plein d'autres aventures incroyables et rocambolesques arriveront à Gargantua et ses amis. On nous parlera du sort de pèlerin avalé par le géant ou de la création d'une abbaye. Tout cela dans le rire, bien entendu. Gargantua est écrit peu de temps après Pantagruel, l'histoire du père après celle du fils. Bien sûr, les deux romans se ressemblent. On y retrouve le style, la langue de Rabelais, mais également cet échange entre les romans de chevalerie et la culture grivoise, paillarde. C'est-à-dire la France dans toute sa splendeur. Il y a un certain schéma,
avec un géant instruit d'une famille noble dont on retrace l'enfance, l'éducation et la vie d'adulte. On retrouve également un acolyte, drôle, subtil et amusant. Panurge dans Pantagruel et Frère Jean dans Gargantua. C'est bien l'ambivalence qui règne dans les œuvres de Rabelais. Réduire ses romans à des histoires comiques est ridicule, mais ça l'est tout autant de n'en retenir que les passages sérieux et humanistes. Gargantua et Pantagruel, c'est l'alliance des deux. D'un côté, nous avons la lettre de Gargantua à son fils, une lettre qui préfigure les humanistes, en avance sur son temps. Une lettre où le géant explique que la naissance n'est rien sans le mérite, qu'il faut faire honneur à son rang en adoptant un comportement exemplaire. La généalogie seule ne permet rien. Et de l'autre, nous avons un passage où Gargantua cherche le meilleur torche-cul possible, en essayant divers plantes ou animaux pour voir ce qui siérait le plus à son auguste popotin. Néanmoins, lorsque Rabelais, via ses personnages, donne son avis critique sur certains sujets, quand il se moque des sophistes ou de la mode des pèlerinages, très présente à l'époque, c'est premier degré. Le roman est également critique de la méthode d'éducation scolastique. C'est une méthode qui mélange la philosophie grecque et la théologie chrétienne. Sur le papier, aucun problème, mais dans les faits, c'est devenu une lecture étriquée des textes religieux sans prendre en compte le réel. C'est de cela que se moque Rabelais quand il décrit l'éducation de Gargantua. Des explications alambiquées, inutilement complexes et s'appuyant beaucoup sur des arguments d'autorité. Un autre thème, plutôt sérieux, est celui de la guerre. Rabelais est un pacifiste, mais ne rejoint pas totalement la pensée d'Érasme. Érasme, c'est un penseur italien dont le credo est le pacifisme à tout prix. Il considère qu'il vaut mieux une paix injuste qu'une guerre juste, et c'est là que l'opinion de Rabelais et la sienne divergent. Dans les chapitres consacrés à la guerre picrocolline, son point de vue est clairement exprimé. Grand Gousier, le père de Gargantua, cherche par tous les moyens à faire la paix avec son ennemi. Il veut le compromis, est prêt à faire des efforts et à reconnaître ses torts s'il en a. Mais lorsque la guerre est inévitable, il faut la faire, et il faut vaincre l'ennemi injuste. Donc certes, il se différencie d'Érasme, mais également de Machiavel. Machiavel est un penseur italien, lui aussi, dont la pensée est particulièrement cynique. Il faut obtenir et garder le pouvoir par tous les moyens. Dites-vous que son nom donnera le terme machiavélique. Il préconise la cruauté, le pillage et la ruine de l'ennemi, alors que Rabelais, en bon humaniste, veut la retenue dans l'emploi des armes et la clémence pour les vaincus. Petite information, le personnage, la figure de Gargantua, existait bien avant Rabelais. Certains font remonter ses origines au dieu celte du soleil, Gargan. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agissait d'une figure folklorique française bien établie. On a d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse. C'est la fin de cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler de ce roman, Gargantua. Mais aussi de Pantagruel. Attention, les deux sont géniaux. Que ce soit le style, l'humour, l'histoire, tout est parfait. On a déjà fait plusieurs vidéos sur nos lectures. N'hésitez pas à aller les voir et à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on en fasse d'autres et sur quel livre. J'en profite pour vous dire qu'on vient d'ouvrir une page Tipeee où vous pouvez nous soutenir financièrement et nous aider à améliorer la chaîne. Le lien est dans la description. Vous savez ce que vous pouvez faire aussi en dessous de cette vidéo? Vous abonner et mettre des j'aime. Cela nous aide beaucoup pour le référencement. On vous remercie. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine!